Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, en marge du débat sur les retraites, vous savez qu'il y a le conclave suite et fin aujourd'hui qui va se dérouler vraisemblablement en présence des représentants du MEDEF. Et nous avons fait le choix sur Sud Radio ce matin de parler du corollaire des retraites, c'est le travail. Je vois mes invités qui acquiescent. Bonjour messieurs, nous en avons deux pour le prix d'un et c'est du lourd ce matin sur Sud Radio. Allez, je commence par vous. Bonjour à vous Bertrand Martineau. Bonjour. Et vous êtes, vous, alors, économiste, spécialiste, vous êtes un peu pareil tous les deux, de la question du chômage, des politiques de l'emploi, du dialogue social. Vous êtes deux experts associés à l'Institut Montaigne, think tank. Vous produisez des idées, de l'expertise, de l'intelligence qui n'a rien d'artificiel, messieurs, je vous rassure. Bonjour à vous, Franck Morel, avocat aussi, mais spécialiste dans le droit du travail. Alors, je précise, quand même, pour en toute honnêteté, vous avez co-signé un ouvrage exceptionnel, je peux vous le dire, parce qu'il y a tout dedans. C'est le travail et la solution. Vous affirmez un peu votre point de vue là-dessus. Le sous-titre, c'est réconcilier les Français avec le travail. C'est publié chez Herman. Je commence par vous, Bertrand Martineau. Alors je précise que vous avez sévi ou servi auprès de Nicolas Sarkozy. Vous étiez quoi, conseiller social à l'Élysée? Oui, tout à fait. Et vous, Franck Morel, idem, mais à Matignon auprès d'Édouard Philippe. Oui. Vous n'êtes pas très éloignés, on va dire, culturellement tous les deux. Non, pas du tout. L'ADN est assez proche. Je commence par vous, Bertrand Martineau. Qu'est-ce qui a motivé ce livre? Vous trouvez que le travail va mal dans ce pays? Alors, ce qui nous a motivés, c'est précisément le débat, on va dire, calamiteux sur les retraites, en fait. Désastre. Oui, désastreux, calamiteux, voilà. C'est-à-dire qu'à cette occasion, se sont exprimés un peu partout, notamment dans les médias et chez beaucoup de leaders politiques, voire syndicaux, une vision du travail qui nous semble tout à fait mortifère, à la fois d'un point de vue économique, puisqu'on ne crée de richesse que par le travail. C'est quand même une des rares vérités économiques profondes que je crois qu'on contester, à gauche. Oui, contester que la richesse soit créée par le travail. Je pense qu'il y a quand même assez peu de gens qui ont réfléchi à la question qui pourraient dire des choses comme ça. Donc, d'une part, c'est mortifère d'un point de vue économique, parce qu'on a de toute évidence besoin de davantage de travail, surtout dans un contexte de démographie vieillissante. Et puis c'est mortifère d'un point de vue politique, parce qu'en fait, on ne construit pas une société politique vivante et démocratique et tolérante sur la base de travailleurs frustrés ou aigris, évidemment. Donc la question du travail est apparue pour nous une question éminemment politique, et ce n'est pas que simplement une question sociale. C'est aussi une question éminemment politique, et c'est en tant que telle qu'il faut la traiter. Là-dessus, Franck Morel, est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui le travail est présenté comme une sorte de chemin de croix? Trop souvent, nous avons cette sensation, effectivement, comme le disait Bertrand, complaisamment. On a parfois tendance, de la part d'une certaine partie de la classe politique et d'une certaine partie de l'opinion, à présenter le travail comme une douleur. Vous savez, c'est la fameuse vraie-fausse étymologie du mot travail, l'instrument de torture. Ce qui n'est pas le cas, vous dites. Pourtant, il y a de la pénibilité. C'est d'ailleurs le nous ne nions pas le fait qu'il y a de la pénibilité, bien évidemment. Mais ce que nous nions, c'est le fait de généraliser ce constat et d'en tirer la conclusion d'une vision intrinsèquement dolosive du travail. Nous considérons que le travail est quelque chose qui doit être au cœur de la société, qui permet de se réaliser, qui permet de produire de la richesse, et on doit favoriser une politique publique qui met le travail au centre. On y a tous intérêt. Bertrand Martineau, je vais commencer presque par la fin, parce que, messieurs, vous avez placé la fin au début de votre essai, qui est passionnant, je répète. Le travail au défi de l'IA. C'est assez innovant ce que vous avez produit dans votre ouvrage, le travail et la solution, parce que aujourd'hui, nous avons la sensation que les décideurs politiques traite ce sujet, l'IA, un peu comme le climat, c'est-à-dire comme quelque chose d'annexe qui relativement lointain ou à peu près immédiat, mais sans plus. Or, l'IA est en train de tout bouleverser, de tout bousculer aujourd'hui. Alors, l'IA est en train de tout bousculer. L'intelligence artificielle. Voilà, même que l'invention de l'électricité ou de la machine à vapeur a profondément restructuré le monde du travail, le monde économique en général. Donc c'est un nouvel avatar en fait d'une transformation technologique absolument majeure. Ça n'est pas dit ça, comme ça. Par qui Par les grands décideurs publics.
On parle de l'IA, mais sans plus, quoi. Voilà. Oui, mais je crois la question de l'IA, c'est pas qu'il faut en parler. Je crois qu'il faut surtout essayer de se projeter et avoir une vision réaliste qui se base peut-être. Alors peut-être que cette fois c'est différent, on ne sait pas, mais qui se base aussi sur l'expérience historique accumulée des précédentes ruptures technologiques en fait. Alors celle-là est différente des autres. La principale différence avec toutes les autres, c'est qu'elle attaque directement le travail intellectuel et pas simplement le travail manuel et les tâches routinières. Et donc c'est pour ça peut-être qu'elle crée des craintes toutes particulières, notamment chez l'élite, les classes dirigeantes, en fait, probablement. Mais on a du mal à appréhender le sujet. Et la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on peut se projeter assez facilement à 10 ans. On peut déjà il y aura des aides-soignants, il y aura des infirmières, il y aura des plombiers, il y aura des ingénieurs. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. À l'horizon de 30, 40, 50 ans, en fait, personne n'en sait rien. Et donc, il faut rester humble face à ces évolutions et surtout ne pas avoir de parole définitive sur l'impact de l'IA sur cet impact. C'est bien de l'avoir placé d'ailleurs au tout début de votre essai. Franck Morel, allez, on va faire avec tous les deux une revue des clichés. Les Français sont paresseux. Non, les Français ne sont pas... c'est provocateur. Les Français ne sont pas paresseux. Les Français ont pris du recul par rapport à l'impression qu'ils se faisaient de ce qu'apporte le travail. C'est-à-dire, ils ont le sentiment, en partie justifié, que ce n'est pas forcément toujours par le travail qu'on améliore sa situation à court et à moyen terme. Et c'est en partie ce qui explique d'ailleurs le psychodrame régulier à chaque réforme des retraites, qui est très spécifique à la France. Parce que quand on regarde autour de nous, en Europe notamment, il y a eu des réformes qui ont allongé la durée de la vie active et qui ne se sont pas traduites, autant que c'est le cas chez nous, par des manifestations en pagaille. Et une des raisons de cette situation, c'est effectivement un regard un peu distancié parfois au regard de ce qu'apporte le travail. Et donc tout l'enjeu effectivement de ce que nous mettons en avant, c'est de remettre le travail au cœur pour faire en sorte que la promesse du travail, c'est-à-dire le fait qu'on puisse se réaliser dans la vie par le travail, soit là, soit présente. Vous avez l'impression qu'il y a quoi, Bertrand Martineau là-dessus, une sorte aujourd'hui de défiance à l'égard du travail. Il y a un chapitre qui est assez étonnant, ce sont les mirages de la réduction du temps de travail. Vous prenez parti, vous savez que les Français ils sont attachés, d'ailleurs les CSP+, particulièrement, 35 heures, les RTT, vous avez maintenant un phénomène qui date pas d'hier, mais vous l'ajoutez au reste, qui vient s'agréger, ce sont ces ponts du mois de mai, vous avez l'impression qu'on est en vacances, avant les vacances, du coup le mois de juin au milieu, il est presque entre parenthèses, on a l'impression qu'on a 4 mois d'affilée où plus personne ne travaille. Oui, alors, comme disait Franck, on a un rapport très particulier avec le travail. Les Français, si on regarde bien les études internationales, investissent beaucoup dans le travail, en fait. Et c'est presque un côté amoureux déçu finalement. C'est-à-dire que les Français investissent émotionnellement dans le travail, considèrent, parce qu'on est aussi le pays de la méritocratie, on est le pays de l'ascension sociale, on est un pays individualiste aussi, ça remonte à très loin. Et on investit beaucoup dans le travail et le travail ne tient pas ses promesses. Il ne tient pas ses promesses parce qu'il est insuffisamment payé en France. Et là, c'est en partie le problème du niveau de charge qui pèse sur le travail, qu'on évoque beaucoup dans le travail. C'est le problème de la reconnaissance, c'est-à-dire pour des raisons diverses, en particulier qui tiennent un peu au management à la française et à la culture française. Le management est souvent défaillant et pose des problèmes en termes de reconnaissance, d'insuffisance de reconnaissance. Et enfin, troisièmement, le travail ne tient pas ses promesses en termes d'ascension sociale et de perspective d'évolution professionnelle. À quoi l'attribuer ça ? S'agissant du travail qui ne paye pas... Ça a été le cas, jadis. Alors, s'agissant du travail qui ne paye pas, c'est tout simplement qu'on a fait largement le choix de surtaxer le travail avec une protection sociale qui est très généreuse, et c'est très bien comme ça. Le problème, c'est qu'on n'a plus tellement les moyens de se la payer. On se le paye finalement avec de l'endettement, puisqu'une partie de notre modèle social est financée à crédit, et on la paye évidemment sur une surtaxation du travail. Donc, les Français se rendent compte que augmenter le temps de travail ne paie pas, parce que les taux d'imposition, de cotisation, d'impôts divers pesant sur les entreprises et les salariés sont finalement
décourageant pour ceux qui veulent travailler davantage. Et puis, on aborde aussi la question des retraites, mais pas sous un angle financier et comptable, mais aussi parce que tout simplement, les Français sont surtaxés sur les retraites avec des cotisations sociales extrêmement élevées, et le compte n'y est pas parce qu'ils auront des retraites dans le futur qui seront de plus en plus faibles. Franck Morel, je vous vois réagir. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure quand vous citiez le titre d'un chapitre, les mirages de la réduction du temps de travail. Oui. Il y a aussi un aspect qui convient de souligner, qui va complètement dans le sens du tableau que vient de brosser Bertrand, c'est le fait que nous avons eu pendant de nombreuses années des politiques publiques qui ont été, sur la question du temps de travail, assez hémiplégiques. Hémiplégique, ça veut dire quoi? Uniquement orienté ou massivement orienté vers le fait de favoriser le travailler moins, et beaucoup moins vers le fait de favoriser le travailler plus. Ça produit bien évidemment des effets économiques, mais ça produit aussi des effets culturels, de distanciation peut-être parfois par rapport au travail. Et si effectivement les Français ne sont pas paresseux, nous n'allons pas dire ça, en revanche, les Français travaillent moins que leurs voisins européens. Quand on regarde la durée annuelle réelle, ça c'est qui est le véritable nous travaillons indicateur. moins. Nous travaillons globalement... Parce qu'on entend tout et son contraire là-dessus. Non, alors... Oui. Il faut prendre la durée annuelle. Pourquoi il faut prendre la durée annuelle? Parce que dans la durée annuelle, vous avez tout. Vous avez le travail hebdomadaire, mais vous avez aussi les jours de congés payés, vous avez les jours fériés, vous avez les absences. Et donc, quand on compare notre durée annuelle réelle par rapport à celle de nos voisins européens, eh bien, nous sommes, tous statuts confondus, 2 semaines en dessous de la moyenne européenne. 2 semaines par an en dessous de la moyenne européenne. Si on ne prend que les travailleurs à temps plein, on est 3 semaines derrière. Vous dites quoi, qu'il faudrait rehausser cette durée-là? Il faut favoriser le fait, il faut réorienter les politiques publiques de manière à favoriser le travailler plus. Alors, attention, c'est pas presse-bouton. Vous n'allez pas demain matin dans une entreprise, elle va pas se mettre au garde à vous en disant on m'a demandé de travailler plus, je vais travailler plus. Elle le fera. 45 heures, oui. Exactement, elle le fera si elle a un environnement qui est propice au fait de s'organiser pour travailler plus. Bertrand Martineau, vous rappelez, le travailler plus pour gagner plus. Tout à fait. On y est toujours dans ces débats-là. On y est toujours parce qu'on a toujours le même problème qu'en 2007, c'est-à-dire qu'on a un problème de croissance et de productivité, et on a un problème de pouvoir d'achat, les deux d'ailleurs étant liés. Et donc on ne s'en sortira qu'en travaillant plus, en investissant plus et en se projetant vers l'avenir. C'est pas en travaillant moins, évidemment, qu'on va y arriver. Mais l'idée n'est pas de revenir à 39 heures ou à 40 heures à marche forcée, c'est pas du tout le sujet. Le sujet n'est pas du tout de faire les 35 heures à l'envers, ce qui serait absolument désastreux, notamment sur le plan économique. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont très bien à 35 heures, qu'elles y restent. Ce qu'il faut faire, finalement, c'est arrêter toutes ces politiques qui découragent le travail. On peut en citer quelques-unes. Les 35 heures, par exemple. La critique qu'on peut faire sur les 35 heures, c'est pas que le temps de travail a été réduit. On voit très bien sur longue période que tous les pays européens, en particulier, ont réduit le temps de travail. L'exception française, c'est qu'on est le seul pays du monde à avoir subventionné sur fonds publics, avec les allègements de charges au bris, d'avoir subventionné le loisir, ce qui est quand même une hérésie économique. Autre chose, tout notre système de retraite, notre système d'assurance chômage est fait pour que les seniors partent plus tôt possible à la retraite, donc moins de travail. On pourrait multiplier les exemples comme ça. Quant à la taxation du travail, des heures supplémentaires, etc., elle décourage aussi l'augmentation du travail. Donc, le problème n'est pas de revenir à marche forcée vers plus de travail, mais c'est au moins de retirer tout ce qui décourage, tout ce qui dans cette économie, avec tous ces gens qui voudraient travailler plus, finalement, qu'ils en soient empêchés. Allez, réconcilier les Français avec le travail. Nous restons avec vous, messieurs, Bertrand Martineau, Franck Morel. Nous vous retrouvons dans un court instant. 0826 300 300, la vérité en face. À tout de suite. Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achili. Avec nous sur Sud Radio, Bertrand Martineau, Franck Morel, 2 co-auteurs, 2 experts de la fondation, 2 experts de l'Institut Montaigne qui ont coécrit Le travail et la solution, réconcilier les Français avec le travail. C'est assez passionnant, Herman, puisqu'on parle, le corollaire, ce sont les retraites. Nous étions sur le travailler plus pour gagner plus, qui a été vraiment le grand slogan de la campagne 2007. Nous sommes, comme dirait Alexandre Dumas, 20 ans après. On en est toujours là, messieurs, on parle toujours de la même chose. J'ai envie de démarrer avec vous, Bertrand Martineau.
d'où vient ce glissement de la remise en question du monde du travail? J'ajoute un détail. Vous rappelez-vous notre campagne présidentielle, celle de 2017, où le candidat socialiste Benoît Hamon avait fait la promotion inéluctable, selon lui, du nécessaire partage du travail, voire du salaire minimum universel, qui est défendu même par des personnalités comme Mathieu Pigasse aujourd'hui. Mais oui, il y a cette idée-là qui est très répandue au sein de la société française. Il n'y a plus de travail, il faut le partager, il faut un salaire minimum, ça marche. Alors que vous dites exactement l'inverse. Alors, c'est un glissement qui a eu lieu progressivement, peut-être à partir des années 90, où, on va le dire simplement, une partie de la gauche qui traditionnellement fait du travail quand même le socle de son action. Historiquement, y compris d'ailleurs la CGT, qui a toujours été travailliste, au sens où, pour une grande partie de la gauche, historiquement, enfin on va dire la gauche de Jaurès, c'est quand même le travail qui est émancipateur, c'est le travail qui libère, même si, bien entendu, par la lutte sociale, il faut améliorer les conditions de travail, lutter pour des salaires, salaire minimum, toutes les conquêtes sociales, etc. Et c'est vrai qu'à partir des années 90, on a assisté à un basculement d'une partie de la gauche et d'un certain nombre d'experts, pour dire que finalement l'avenir était probablement sans travail ou en diminuant de moins en moins. C'était la position de Dominique Strauss-Kahn d'ailleurs, de dire que la technologie faisant des gains de productivité, ce qui s'est avéré quand même jusqu'à maintenant relativement faux dans les 20 dernières années, eh bien l'urgence c'est de baisser le temps de travail pour avoir plus de loisirs, avoir une société de loisirs, et progressivement la gauche s'est détournée finalement de ce travail pour se concentrer sur d'autres thèmes qui sont les luttes contre les discriminations, l'inclusion sociale, maintenant l'environnement, mais a délaissé le monde du travail. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que les 35 heures qui ont été présentées comme une immense conquête sociale, on se demande même d'ailleurs pourquoi les autres pays ne l'ont pas adopté, vu l'énormité de cette conquête sociale, eh bien, vous vous rappelez que Lionel Jospin n'a pas été au deuxième tour de 2002. Donc cette immense conquête sociale, apparemment, n'a pas rencontré un fort adhésion populaire. Et il y a la rupture d'une certaine partie de la classe politique avec le travail, c'est aussi la rupture d'une certaine classe politique avec le peuple, en fait, avec le peuple des travailleurs. Qui veut travailler. Qui veut travailler, parce qu'ils savent que de toute façon, l'ascension sociale passe par le travail. Toutes les études sociologiques sur le travail sont tout à fait claires là-dessus. La France reste un pays méritocratique, et c'est parce que le travail ne tient pas ses promesses, parce que le compte n'y est pas, d'une certaine manière, que les gens ont ce ressentiment et cette difficulté vis-à-vis du travail aujourd'hui. Franck Morel, l'utopie d'une société de loisirs, nous serions, comme dans les romans de Van Vogt, entourés de robots qui font le travail, et nous, pendant ce temps, nous nous détendons. Tout ça est une fable. Oui. Mais le travail, l'approche du travail, vous le disiez très bien d'ailleurs, Bertrand Martineau, la CGT était travailliste, la gauche défendait le travail historiquement, y compris les révolutions, on va dire 1917, toutes les gauches révolutionnaires ont toujours défendu la valeur travail. Tout ça a glissé. Franck Morel, dans votre ouvrage commun à tous les deux, le travail et la solution, vous proposez quand même plus que des pistes, des clés pour essayer de sortir un petit peu du blocage. Nous proposons un certain nombre d'orientations dont le point commun est effectivement de remettre le travail au cœur. Je vais vous donner une illustration. Les Français aiment en réalité le travail, et on a une appétence pour travailler, mais travailler sans doute différemment. On a un vieux concept qu'on remet sans cesse au goût du jour, mais qui est quand même assez structurant, qui est, vous savez, ce qu'on appelle le fameux concept de flexicurité. Flexicurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver, pour chaque individu, le bon niveau d'autonomie d'un côté et de garantie sociale de l'autre. Est-ce que je veux beaucoup d'autonomie et peut-être au prix d'un peu moins de garantie sociale, ou est-ce que je veux être très très protégé? La flexi-sécurité, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, absolument. Mais pourtant c'est conceptualisé. C'est totalement conceptualisé, et c'est quelque chose qu'il faut favoriser. Il faut le favoriser de quelle manière? Il faut le favoriser en offrant à chaque actif tous les outils lui permettant justement de dérouler son parcours professionnel avec le bon niveau de flexibilité d'une part et de garantie sociale d'autre part. Par exemple, dans notre pays, on est le seul pays en Europe où la proportion des travailleurs indépendants a massivement augmenté ces dernières années, contrairement à ce qu'on a pu constater chez certains de nos voisins. Et ça, sous l'effet notamment d'une réforme extrêmement ambitieuse et positive qui a été menée en 2008, qui est la création de l'auto-entrepreneuriat. On voit se développer toute une série de types d'activités innovantes, atypiques, les plateformes de travailleurs indépendants, le portage salarial, le CDI intérimaire. Et ça, il faut le favoriser. Il faut encourager ce mouvement, parce que chaque fois, c'est des solutions sur mesure pour permettre à nos concitoyens
de s'épanouir dans une forme de travail qui correspond justement à leurs besoins et aux besoins de l'économie et aux besoins du marché du travail en termes d'équilibre entre la souplesse et la sécurité. C'est un monde qui change, Bertrand Martineau, sous nos yeux, c'est-à-dire qu'avant il y avait le travail toute la vie avec une forme de sécurité. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il fait froid dehors et quand on perd son travail, on n'a pas forcément... alors, je ne veux pas critiquer France Travail ce matin, ce serait ouvrir des fenêtres pendant des heures de polémique, mais la flexi-sécurité n'est vraiment pas dans les gènes aujourd'hui du monde du travail. Hein. Parce qu'on devrait déstresser, en fait, ce débat-là. On devrait se sentir presque à l'aise de changer d'activité aujourd'hui. Alors, on n'y est pas. Pour autant, les choses ont quand même beaucoup évolué. Les jeunes savent très bien qu'ils auront un certain nombre de métiers. Ils savent très bien qu'ils auront probablement des statuts différents tout au long de leur vie. On a pu montrer dans certaines études que les travailleurs vieillissants, les seniors, ont de l'appétence pour des aménagements de fin de carrière, des passages à temps partiel. Donc, je pense la solution à ce sujet passe à la fois par donc des statuts plus souples, plus divers, tout au long de la vie, et puis aussi une formation professionnelle moins rigide, plus souple aussi, qui s'adapte beaucoup mieux, plus modulaire, qui s'adapte aux besoins de chacun. Alors, on a une proposition qui est le contrat de professionnalisation universelle. Aujourd'hui, vous savez que ce sont des formations en alternance. Aujourd'hui, elles sont réservées aux chômeurs et aux jeunes. On propose de les ouvrir de manière générale, mais en l'assouplissant. D'ailleurs, on n'a pas besoin, pour faire des formations, on n'a pas besoin forcément d'avoir 300 heures de formation. Parfois, un petit coup de pouce suffit, à condition qu'elles soient réalisées en entreprise, en alternance. Donc, il y a des outils qui existent, qui ne demandent qu'à être valorisés, et les choses iront mieux de ce point de vue-là, mais c'est vrai que c'est un chantier qui est totalement inachevé. Mot de la fin est très court, hein, parce que le temps a tourné. Franck Morel, vous allez envoyer... Non, très rapidement, oui. Moi je voudrais souligner un point sur la question du dialogue social. Oui. Parce que la méthode est aussi quelque chose d'importante et on a une vraie difficulté en matière de dialogue social. Si je force le trait, c'est qu'on risque d'avoir plein de choses à négocier, mais personne avec qui le négocier, parce qu'on a un vieillissement des cadres syndicaux, on a un désengagement. Et donc nous proposons quelque chose d'assez original, qui est d'essayer le syndicalisme de service en proposant de manière expérimentale aux négociateurs qui le décideraient de réserver les avantages qu'ils créent aux seuls membres des organisations signataires. C'est une bonne idée, une piste. Il y en a de nombreuses pistes dans cet essai assez instructif, très instructif même, que vous devriez envoyer à la vingtaine de putatifs candidats à l'élection présidentielle. Hein. Merci Bertrand Martineau, Franck Morel, le travail et la solution, réconcilier les Français avec le travail. C'est passionnant, hein, chez Herman. Je crois que c'est soutenu par l'Institut Montaigne, ce livre. Dans un court instant, le plaisir de retrouver les médias avec Valérie Expert et Gilles Gansman. Vous restez avec nous sur l'antenne de Sud Radio.